Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans ce 7e rendez-vous LEW. Donc nous sommes à l'Anticafé. Aujourd'hui, avec nous avons Gillian, qui est donc marketing manager chez l'Influence France. Et le sujet donc, du jour sera donc, on va parler de social data et de stratégie d'influence. Comment utiliser la social data pour une stratégie d'influence efficace? Je représente l'Influence. L'Influence, pour vous la faire courte, c'est une société qui à l'origine fait du social listening. Social listening, ça veut dire qu'on a une technologie qui nous permet de collecter tout ce qui se publie en public sur les réseaux sociaux et sur le web. Toute cette donnée social data, on la rend intelligible au travers des différentes fonctionnalités de notre suite logicielle. Et à côté de ça, on produit des études dans le cadre de 3 solutions qui nous permettent à la fois de comprendre et d'identifier les communautés du web social, ensuite les activer en fait, au travers de la détection de tendances, savoir sur quelle tendance jouer quand on est une grande marque dans l'alimentaire ou dans le luxe par exemple. Et en dernier lieu, ça va être toutes les considérations de marque qui vont être la brand equity, savoir quel est le décalage entre la valeur que les marques veulent projeter et telle qu'elle est perçue par les différents publics et les différentes audiences sur les réseaux sociaux et sur le web. Pour entrer dans le vif du sujet, donc on va parler un petit peu d'influence marketing. En termes d'état des lieux, on s'aperçoit aujourd'hui que le marketing d'influence a besoin en fait d'authenticité. La relation est devenue de plus en plus importante finalement, la relation qui se crée en fait entre l'influenceur et sa communauté, et avec l'apparition justement de tout ce qui est la micro-influence et les micro-influenceurs. Aujourd'hui aussi, on s'aperçoit que le nombre de fans ou le nombre de followers finalement est un critère qui arrive en 2e, 3e, voire même 4e position, qui n'est pas, on va dire, le plus important. Aujourd'hui aussi, avec l'apparition des fake influenceurs, on a aussi ce phénomène-là avec l'appât du gain. Certains se sont engouffrés évidemment donc dans la brèche, et on a un petit peu ce sentiment qui est vérifié avec les chiffres. Aujourd'hui, en termes de communauté, on a 90% des influenceurs activés qui ont à peu près entre 1K, donc entre 1000 followers et 1 million de followers, et seulement 4% ou plus de 1 million d'abonnés. Donc ce qui veut bien dire que voilà, c'est de la nano, de la micro-influence de manière générale, et de plus en plus de marques et de plus en plus d'entreprises finalement recherchent des nano ou des micro-influenceurs, notamment sur des marchés de niche, sur des startups B2B de plus en plus qui recherchent des leaders d'opinion, des influenceurs qui ont une vraie capacité à engager leur communauté et qui ont une vraie expertise. C'est surtout on va dire vraiment la tendance. En termes de confiance aussi, 92% des personnes aujourd'hui ont plus confiance en les recommandations d'un influenceur qu'une publicité ou un contenu de marque. Donc très clairement, c'est la personne en fait qui va porter, on va dire, qui va porter le contenu, qui va porter le message, qui va porter le produit, qui sera importante. Et 71% des consommateurs sont plus susceptibles de réaliser l'achat d'un produit aussi sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux aussi ont finalement ce fort pouvoir de recommandation concernant les produits et concernant les services. Sauf que bon, l'influence marketing, c'est un procédé assez prouvé, mais qui commence un peu à battre de l'aile, justement pour des questions de fatigue en fait des gens, ce qu'on appelle la brand influencer fatigue. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe et repartir de plus haut. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même relation entre marque et consommateur. C'est-à-dire qu'avant, c'était simple, les marques poussaient leur message et nous, on était juste réceptifs. On n'avait pas trop le choix. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le web, etc., on a beaucoup plus de pouvoir en fait. Et on s'est rendu compte, nous en tout cas chez l'Influence, que c'était l'inverse qui se vérifie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est plus dans une logique de bottom-up. Les consommateurs aujourd'hui, ils s'engagent sur les contenus. Et c'est eux qui vont en fait construire les messages de marque. Il y a un sésame en fait en social media, ce qu'on appelle le UGC, User Generated Content.
Aujourd'hui, une marque, sur son contenu propre, owned, elle va enregistrer de bien moins belles performances, on va dire, que sur du contenu earned qui va être en fait beaucoup plus viral puisqu'il vient directement du consommateur. Donc là, j'avais mis un exemple, c'est un post, c'est quelque chose qui s'est passé l'été dernier. Un mec qui vend des glaces aux États-Unis et qui finalement, dès qu'il voyait des influenceurs, etc., il les faisait payer le double. Il y a vraiment ce sentiment de dire on en a marre un peu de voir ces hommes sandwich en fait, qui représentent le marketing d'avant et pas du tout en phase avec ce qu'attendent aujourd'hui les consommateurs. Donc le remède, et Anthony l'a déjà évoqué, c'est aujourd'hui les consommateurs attendent deux choses, et notamment vous savez, il y a les grandes catégories, aujourd'hui c'est les millennials, c'est les Gen Z, qui représentent en fait la plus grande part de consommateurs actifs sur la planète. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ça va être des marques qui pousseront du sens en fait, notamment dans le contexte écologique aujourd'hui, etc. et de l'authenticité. Donc là j'ai choisi un post qui, je ne pense, qui n'est pas du tout poussé par une marque, c'est une jeune femme qui n'a pas beaucoup de... qu'on appellera un nano-influenceur, qui nous a fait en fait un post sur une gamme Botanicals de L'Oréal. En fait, elle a tout compris, puisque c'est elle-même en tant que jeune consommatrice, très au fait des questions environnementales, etc., qui va pousser un produit en disant voilà, moi j'ai testé celui-là, il est super bien, en plus il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de je sais pas quoi. Pour vous dire qu'en fait aujourd'hui, on est loin de l'image de l'influenceur, de la photo à Mykonos avec les murs blancs et la mer et puis le bikini. Ça c'est un peu fini. Les gens en fait veulent du post qui ressemblera à ce que eux-mêmes pourraient poster, puisque c'est le meilleur bouche à oreille qui existe en fait, tout simplement. Donc le but du jeu c'est d'être là où justement les consommateurs attendent votre marque, c'est-à-dire près de leurs préoccupations propres. Et tout ça, nous on le résume dans ce qu'on appelle les tribes. Alors je vous ai mis la définition de Seth Godin que je pense que vous connaissez, qui est une espèce de gourou du marketing. Une tribe, un groupe de personnes connectées entre elles, un leader et une idée définie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui c'est toute la segmentation du marketing qu'il faut revoir. J'ai mis volontairement les photos du Prince Charles et de Ozzy Osbourne, le chanteur de Black Sabbath. Pourquoi? Parce qu'en segmentation traditionnelle, ils se retrouveraient dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'ils sont nés la même année, ils ont à peu près les mêmes revenus, ils habitent au même endroit. Sauf que finalement, est-ce qu'en tant que marque, je vais les adresser de la même façon? Je crois pas. Je pense pas qu'ils aient les mêmes préoccupations, les mêmes attentes. Voilà. Aujourd'hui, les tribes, c'est ça. C'est des gens qui, au-delà de considérations socio-démographiques, qui vont se retrouver sur des valeurs, sur des attentes et qui vont en fait définir des micro-tendances de consommation, et c'est là où les marques doivent être présentes en fait aujourd'hui. Comme je vous disais, valeurs, comportement, centre d'intérêt, et aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être les questions éco-responsables, le commerce équitable, ça peut même des questions d'orientation sexuelle. Tout ça, ça va pousser en fait des nouveaux modes de consommation, et c'est là que les marques, en fait, c'est l'enjeu des marques aujourd'hui, c'est de détecter en fait quels vont être ces leviers en fait, qui vont être les préoccupations et les attentes des consommateurs pour pouvoir les activer. Donc cette réflexion sur les tribes, elle est vraiment essentielle, et c'est le point de départ en fait, comme en toute bonne stratégie marketing, ça va toujours être la cible au départ. Et aujourd'hui, on ne peut plus prendre le consommateur en un cas isolé ou dans un segment. C'est vraiment dans une communauté de valeurs qu'il faut l'appréhender. Là, je vous ai mis du coup quelques posts qui vont avoir aussi différents objectifs, mais qui sont des success stories de campagnes réussies. On commence par Lacoste, en fait, qui a choisi Novak Djokovic, le tennisman, comme égérie, comme ambassadeur de marque. Donc là, on serait sur du macro-influenceur, de la célébrité, ce qui correspondrait normalement, par rapport au discours que je tenais avant, où je vous disais justement les célébrités, les influenceurs identifiés, c'est plus ce qui plaît. Là, on est sur un objectif d'awareness, en fait, de visibilité, et de rattacher une communauté du sport, en fait, des sportifs, à la marque. Je ne l'ai pas mis volontairement, mais Lacoste a aussi pris un rappeur parisien très streetwear, etc., en notre égérie. Et nous, on l'a observé en fait dans nos outils, c'est qu'à partir du moment où ils sont passés sur Novak Djokovic, donc tous les sujets qui avaient trait, enfin, aux conversations qui mentionnaient Lacoste sur le web social étaient très sport, etc., voire luxe, puisque on est sur des événements de tennis, donc c'est un peu Roland Garros et compagnie.
quand ils ont pris l'autre influenceur qui était en fait un rappeur, etc., il y a eu un shift complet dans les conversations des consommateurs qui étaient beaucoup plus sur du lifestyle, streetwear, etc. Deuxième exemple, c'est la marque Tommy Hilfiger qui a fait une campagne il y a 2 ans sur les personnes en situation de handicap. C'est une drive en soi en fait, c'est des gens qui ont des attentes, c'est des gens qui ont des modes de consommation qui vont être différents d'autres. Et ils ont remporté un grand succès avec cette campagne. On a Nike avec la communauté des sneakerheads. Alors ça, je vous l'ai mis parce que je trouvais que c'était un procédé super malin. En gros, ils ont annoncé la sortie de 3 paires de baskets et il y a eu en fait sur les réseaux sociaux, les consommateurs en fait pouvaient gagner des places dans la file d'attente pour obtenir ces baskets en postant en fait. Et il y avait un compte qui était tenu avec, voilà, vous avez progressé de 10 places, vous avez progressé de 15 places. Pourquoi? Parce que ça permettait de générer de l'UGC, User Generated Content, qui est en fait ce qui va être beaucoup plus viral aujourd'hui. Donc ça, encore une fois, ça a créé à la fois de la proximité et de la désirabilité par rapport à la marque. Et le dernier exemple, là on va être sur une stratégie de micro-nano-influence. C'est le groupe Camille Alban, c'est le groupe Camille Alban, il me semble, je sais plus, bon bref. En gros, le but du jeu, c'était un peu de créer l'événement au travers d'influenceuses locales. Donc ils ont choisi dans différentes villes en France des influenceuses en les faisant mettre en scène les produits. Il y avait des petits concours, tout simplement pour se rapprocher d'un public qui est beaucoup plus... de gagner beaucoup plus de proximité avec son public et de rester dans ces questions d'authenticité en fait. C'est-à-dire d'expérience vécue et non pas de je suis Laetitia Casta ou je suis Kim Kardashian et voilà, j'utilise tel produit et ça fait cet effet sur mes cheveux. Et en fait, pour compléter ce que tu disais par rapport à l'UGC, User Generated Content, il y a eu un exemple assez frappant avec une marque de chaussures que je ne citerai pas, qui est assez voilà, une marque très connue, qui en fait a laissé la parole à ses consommateurs sur son site, notamment son site e-commerce et sur les réseaux sociaux, avec la création en fait de vidéos quant à l'achat de leurs chaussures. Donc là, on a une vraie authenticité, puisque là, pas question de célébrité, pas question de mannequin. Et en fait, on voit donc des individus qui ont acheté des chaussures et qui parlent des matériaux des chaussures et les différentes caractéristiques. Et finalement, on replace vraiment l'humain au centre avec quelque chose de très simple, ce qui donne vraiment un renforcement en termes d'image de marque et qui donne vraiment redonne cette valeur en fait d'authenticité. Et donc là, ils ont tout compris, puisque moi j'appelle ça du pain béni pour les marques, puisque à partir du moment où on a des utilisateurs ou des consommateurs qui effectivement génèrent du contenu pour la marque, eh bien voilà, on a une puissance de viralisation et un écho, une caisse de résonance qui est beaucoup plus importante. Donc c'est vrai que c'est un exemple assez frappant. Et par rapport à ce que tu dis en matière d'exemple, il y a tout ce qui rentre dans la partie effectivement commerce équitable ou made in France, sont par exemple des préoccupations qui vont justement dans ce sens-là. Savoir cartographier ces influenceurs est extrêmement important aujourd'hui si on veut mettre en place une campagne de marketing d'influence, de savoir finalement à qui s'adresser. Vous n'allez pas vous adresser de la même façon à un méga influenceur qu'à un nano ou qu'à un micro. Et donc, pour faire la parallèle avec ça, sur la catégorisation des influenceurs, on a d'abord les nano-influenceurs qui vont être en règle générale, donc c'est relativement controversé, mais la plupart du temps, on va les situer à peu près entre 0 et 5000 abonnés. De manière générale, on pourra vous dire 10 000 sur certains réseaux, qui vont être, on va dire, un peu monsieur tout le monde, donc c'est pas péjoratif ce que je dis, monsieur tout le monde, un fan, on va dire des fans de la première heure, qui vont déjà avoir une certaine puissance sur les réseaux sociaux, un certain pouvoir de recommandation et qui ont une grosse proximité en fait avec leur communauté et qui finalement partagent volontiers et de façon bénévole, on va dire déjà les contenus de la marque. Donc ces personnes-là sont des micro-influenceurs en puissance et peuvent être aussi vraiment vecteurs d'influence. Au-dessus, on aura les micro-influenceurs. D'ailleurs, on dit qu'on rentre dans l'ère de la micro-influence cette année, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, de plus en plus d'entreprises recherchent ces individus. On est déjà sur des créateurs de contenu
qui ont aussi une très grande proximité avec leur communauté, qui sont écoutés quand ils prennent la parole. Souvent, ils ont une expertise sur un sujet déjà en particulier et arrivent à créer vraiment de l'engagement, avec des engagements qui sont souvent, on va dire en termes de ratio, supérieurs à des macro-influenceurs, à des méga-influenceurs. Ensuite, on a les macro-influenceurs, et là, on va être, en règle générale, on est sur plus de 100 000. On peut même dire plus de 50 000 abonnés ou plus de 100 000 abonnés, tout dépend des plateformes sociales, jusqu'à peu près, on va dire 500 000, 1 million. Très souvent des créateurs de contenu, souvent des blogueurs qui créent du contenu de manière régulière et qui vivent aussi de leur blog. Ils sont très recherchés aussi, plus sur, on va dire, sur des marques qui sont un petit peu plus importantes. Puis enfin les méga influenceurs qui sont souvent des vedettes de la télévision, vedettes du cinéma, sportifs, vraiment des célébrités. Et là, passer un deal avec un méga influenceur revient à un contrat de sponsoring. En règle générale, une marque ne traite pas directement avec la personne en question. Ils ont souvent des agences d'influence qui vont finalement traiter avec la marque. Et là, on sera effectivement sur d'autres types on va dire de deals et de partenariats sur du placement produit, etc., etc. Donc c'est très important en fait d'arriver à les cartographier pour pouvoir s'adresser à eux. Et à l'intérieur de cette cartographie, il va falloir les catégoriser un petit peu plus loin. C'est-à-dire que dans toute cette cartographie, on va avoir par exemple des blogueurs, on va avoir des youtubeurs qui sont populaires, on va avoir des experts en social media. Finalement, toutes ces catégories-là aussi vont être à remettre en phase avec la cartographie finalement des différentes strates que je vous ai citées tout à l'heure. Ce qui va finalement influer sur le partenariat qu'on va créer avec eux, et on ne va pas s'adresser effectivement de la même façon, on ne va pas leur proposer la même chose. Que ce soit des articles sponsorisés, que ce soit des posts sponsorisés, que ce soit du placement de produits, on ne va pas s'adresser à eux de la même façon. Pour le choix des influenceurs, en fait, ce qui va aussi beaucoup déterminer, ça va être les objectifs. En fait. Est-ce que le but du jeu, c'est de créer de la résonance, donc de prendre un macro-influenceur en fait, qui va avoir justement une grande base de followers et de fans? Est-ce que ça va plutôt être de créer en fait, de gagner en désirabilité, comme je vous disais. Donc là, ça va plutôt être les métriques d'engagement qu'il va falloir vérifier, à quel point ces posts sont commentés, sont repartagés, etc. Et ou est-ce que ça va être une stratégie de proximité, en fait, comme des grandes marques qui voudraient attaquer des marchés par plusieurs points d'entrée, ça va être trouver justement de ces micro-influenceurs qui seront un peu le monsieur tout le monde, mais à l'image des consommateurs. Donc en fait, c'est toujours une question de définition des objectifs en partant de quelle cible je veux taper au départ. Et effectivement, pour faire la parallèle avec ce que tu disais, être populaire ne veut pas dire être forcément influent. Et la réciproque, dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Donc tout dépend de ce qu'on va chercher. Effectivement, comme le dit Julien, ça va être une question d'objectif. Et comme dans toute stratégie, quelle est la stratégie que je vais adopter? Quels sont les objectifs? En gros, voilà, est-ce que effectivement je cherche vraiment à améliorer la notoriété de la marque? Est-ce que je cherche à vendre des produits de manière directe? Tout cela va être important et va influer finalement sur la campagne. Dans une logique, on va dire, d'identification d'ambassadeur ou influenceur, l'ambassadeur sera plus, on va dire, exclusif. On va finalement élever l'influenceur au niveau ambassadeur de marque, donc il sera exclusif pour une marque. L'ambassadeur a cette particularité, c'est qu'en règle générale, on n'est pas obligatoirement sur de la compensation financière, parce que l'ambassadeur aussi va plutôt partager, on va dire de façon bénévole, déjà les contenus, on va dire, de la marque. Il est déjà fan de la marque. Donc effectivement, ces ambassadeurs vont être très importants pour faire caisse de résonance concernant les contenus, concernant le marketing de contenu, tous les contenus que vous avez à disposition qui ont été créés à la marque. La data, donc ce qu'on appelle la social data, va être justement en mesure de qualifier des futurs ambassadeurs de marque. C'est-à-dire d'aller finalement vérifier ce qui se dit effectivement sur les réseaux sociaux, donc d'utiliser effectivement des outils de social listening, social data, notamment donc comme Radarly, comme Influence, qui vont être en mesure de nous dire finalement qui en parle le plus, qui en parle le mieux, donc de mathématiques, et d'aller identifier tous ces leaders d'opinion qui finalement ont du sentiment positif et qui donnent des conseils aussi, des conseils positifs, et qui ont une véritable aura en fait sur la toile.
Donc cette data va être, on va dire, assez précieuse et va être en mesure aussi de nous dire quel type de contenus ont le mieux fonctionné, des contenus donc, qui nous appartiennent et des contenus qui ont été partagés par les ambassadeurs ou par les influenceurs. Je pense qu'il y a deux grandes lignes directrices là-dessus. En tout cas, nous, c'est ce qu'on utilise pour faire des scorecards d'influenceurs pour des grands groupes. Il va y avoir à la fois une question d'autorité et d'affinité sur un sujet. C'est de voir est-ce que cet influenceur finalement il partage les valeurs de ma marque, est-ce qu'il s'est déjà exprimé sur ces sujets-là par le passé. Ça demande un travail en fait, de regard sur la donnée historique aussi, qui n'est pas forcément très facile à faire, en tout cas avec un regard humain. Et il va y avoir aussi un index de risque en fait. C'est-à-dire, est-ce que cet influenceur il n'a pas tenu des propos vulgaires par le passé? Est-ce qu'il y a des marques qui sont très sensibles aux questions de la nudité, par exemple? Enfin, nous, dans les marques avec qui on travaille, qui attaquent les marchés asiatiques, donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire, des propos racistes, etc. Donc ça va être à la fois affinité avec valeur de marque et message, en fait, et scan de risque zéro sur l'influenceur. Ça, c'est les deux grandes lignes directrices. Et là, effectivement, la ligne directrice, la ligne éditoriale aussi que peut avoir le blogueur, influenceur et la marque en question. Si on est sur une ligne éditoriale qui est aux antipodes, on va dire, de la marque, ça ne pourra pas coller. Il faut être vraiment sur une ligne éditoriale qui soit quand même assez proche pour que ça ait du sens et que ce soit cohérent. Il y a aussi un autre élément, c'est que l'influenceur aussi en question, il faudra vérifier donc un peu aussi l'historique et savoir s'il n'a pas passé des deals aussi avec des marques qui sont dans le même secteur d'activité de vous. Ça pourrait être aussi, ça pourra avoir un impact et voir voilà, quels sont finalement, qu'est-ce qu'il a pu faire dans le passé justement sur certaines campagnes. Là, on va vous donner un petit exemple sur le cas du rendez-vous LEW numéro 6 qu'on avait mené du coup en septembre dernier, qui était orienté sur les femmes d'influence. Concrètement, pour synthétiser ici, on avait mis en place un classement donc, qui a été à l'origine de ce rendez-vous. Ce classement sur les femmes d'influence du coup a été monté à l'aide justement d'une analyse et de la social data justement. Et on a effectivement dans cette pratique-là réuni un peu tout ce que viennent de dire Anthony et Gillian. C'est-à-dire effectivement il y a un tri par le biais de l'outil qui a pu se faire donc, selon différents critères justement pour trouver les influenceuses en question par rapport à leur activité, par rapport à la portée, par rapport à leur engagement sur les sujets phares du marketing digital. Mais aussi un redressement que j'appellerais manuel des données sur des questions de pertinence, sur des questions de sentiment que peuvent aussi avoir justement ces personnes vis-à-vis de leur ligne éditoriale, leur façon de s'exprimer, leur tonalité vis-à-vis de leur audience. C'est ce qui nous a permis d'arbitrer effectivement, accompagné de la data. C'est ce qui nous a permis donc de dresser notre classement, si on peut l'appeler classement, puisqu'il reste toujours donc une petite part de subjectivité, on va dire, qui est liée aussi à notre expérience métier. Voilà, pour dresser voilà, cet inventaire des femmes d'influence que nous avons donc ensuite, pour certaines d'entre elles, invitées autour d'un rendez-vous qu'on avait mis en place, donc pour justement évoquer les bonnes pratiques sur Twitter notamment. Puisque ici, il s'agit effectivement, il n'est pas précisé, d'un classement sur les influenceuses marketing sur Twitter. Donc voilà, et à l'issue de ce rendez-vous, nous avions également fait un article donc, sur notre blog pour un petit peu raconter ce qu'il avait été de cet événement. Évoquer les différents tips qui avaient été partagés justement par nos speakerines, mais également pour justement partager auprès de la communauté les différentes données qui avaient pu tourner autour de cet événement et de nos contenus en amont, pendant et en aval de l'événement. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes parce qu'elles nous permettent effectivement de mieux situer à la fois la pertinence de nos contenus, la façon dont ces femmes qui ont pu aussi du coup donner de la voix dans le cadre de l'événement et même après, ont participé aussi
justement à l'engagement en live qu'on pouvait aussi avoir autour de l'événement et de nos contenus. Et donc voilà, on a pu identifier notamment un peu plus de 230 auteurs au global sur les sujets sur une période de, c'était quoi, quelques mois, c'était 4-5 mois, ouais. sur la base du hashtag rendez-vous LEW qui avait été verrouillé sur cet événement, puisque finalement on s'est servi de ce hashtag-là, puisque finalement c'est une signature de marque que nous avions déjà par les rendez-vous précédents. Et puis voilà, ça nous a permis de voir effectivement que l'événement, les contenus avaient pu être diffusés avec environ à peu près 6 millions d'impressions. On a eu un reach d'à peu près 6 millions Voilà. d'impressions, il était exposé à 6 millions de personnes. Donc voilà, et avec ce qu'on a pu suivre derrière, on a vu effectivement les différentes influenceuses, et pas que celles du coup ici, mais les différentes communautés afférentes avec justement des communautés moindres qui ont pu aussi se porter relais et qui ont eu un intérêt justement vis-à-vis du sujet que nous partagions ce jour-là, qui était justement de valoriser un peu les femmes du secteur. Concernant les campagnes, déjà vérifier aussi quand on cherche un hashtag, ça paraît bête mais c'est très important, de vérifier qu'il n'a pas déjà été pris par quelqu'un d'autre. Ça s'est déjà vu, même sur des marques qui peuvent être un peu connues. Et donc voilà, c'est important de bien verrouiller ça pour ensuite organiser sa communication et pouvoir par ailleurs la suivre après avec un outil de social listening comme Influence. Voilà pour ce qu'on peut dire sur la social data et sur l'influence marketing. Venue l'heure des questions, donc si vous avez des questions, c'est le moment, soit à Gillian, soit à nous sur des sujets, sur ces sujets-là, sur la social data et sur l'influence ou sur l'outil de manière générale.